Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour poursuivre ce chapitre consacré aux transformations économiques et sociales en France de 1852 à 1914. Dans un grand 1, nous nous sommes intéressés à l'industrialisation de la France, puis dans un grand 2 aux transformations dans les villes et dans les campagnes. Aujourd'hui, dans ce grand 3, nous allons traiter des transformations sociales au travers de trois sujets. Tout d'abord, la question des ouvriers, du monde ouvrier qui émerge à ce moment-là, puis nous étudierons la place de l'immigration et la place de l'étranger en France au XIXe siècle, pour terminer sur la place de la femme. Donc vous pouvez noter le titre de ce grand 3, les transformations sociales en France de 1852 à 1914. Petit a, premier point, l'émergence de la question ouvrière. Je vous rappelle que, comme d'habitude, vous n'hésitez pas à mettre sur pause pour avoir le temps de noter les titres et les traces écrites. Petit 1 de ce point A, la naissance du monde ouvrier. Alors, dans le grand 1, nous avons vu l'industrialisation, donc un phénomène d'abord économique. Il faut savoir que ce phénomène économique, qui est le passage d'une société agricole à une société industrielle et commerciale, amène également à des changements dans le domaine social. Et le changement principal dans le domaine social, c'est bien la naissance de ce monde ouvrier, qu'on appelle aussi la classe ouvrière. Vous notez directement qu'avec l'industrialisation, on a la naissance de la classe ouvrière. Deux points. Nous allons voir quelles sont les caractéristiques de cette classe ouvrière. En quoi, finalement, tous ces ouvriers répartis un peu partout en France peuvent constituer un groupe en soi. Premier tiret, première caractéristique, vous pouvez noter déjà que les ouvriers deviennent de plus en plus nombreux dans la société. Je fais référence aux deux graphiques que vous avez à droite, donc c'est la comparaison de la part des secteurs d'activité dans la population active en 1851 et en 1911. Vous voyez qu'en 1851, l'industrie ne représente, donc c'est le secteur secondaire, ne représente que 26% des actifs, tandis qu'en 1911, donc quelques années avant la Première Guerre mondiale, on est déjà à 33%, c'est-à-dire un actif sur trois qui travaille dans le domaine de l'industrie. Donc vous pouvez noter ce chiffre de 30% de la population active dans l'industrie en 1914. On est aux alentours de 30%. Si on prend des chiffres bruts, on remarque que l'on passe d'environ 3 millions d'ouvriers dans les années 1870 à plus de 7 millions en 1914. Donc on voit quand même une très très forte augmentation. Deuxième caractéristique, le monde ouvrier, c'est un monde où on a majoritairement des hommes, mais pas seulement. C'est un monde aussi qui compte des enfants. Ici, vous avez une photo de deux galibots à la remontée à la fin des années 1910. Alors, les galibots sont en fait le nom que l'on donnait aux enfants qui allaient dans les mines de charbon. Étant donné leur petite taille, ils pouvaient se faufiler facilement dans les boyaux des mines de charbon et ils travaillaient surtout à pousser les wagons chargés de charbon. Le travail des enfants est en théorie interdit en France, pour les moins de 8 ans en tout cas, à partir de la loi de 1841. Et pourtant, on trouve encore des enfants à la fin du 19e siècle travaillant aussi bien dans les usines que dans les mines de charbon. Ce monde ouvrier, donc c'est un monde où il y a des hommes, des enfants, c'est un monde aussi féminin. Il ne faut pas attendre la Première Guerre mondiale et les munitionnettes pour voir apparaître des femmes travaillant dans les usines ou, comme ici, dans les mines. Alors pourquoi cette présence d'enfants et de femmes? Il faut savoir qu'à l'époque, les salaires étaient très faibles, donc il était absolument nécessaire que tous les membres de la famille travaillent pour qu'il y ait suffisamment d'argent pour nourrir la famille. Donc vous pouvez noter, deuxième tiret, le monde ouvrier est majoritairement masculin, mais il compte aussi des femmes et des enfants. Troisième caractéristique, qui est un point commun entre tous les ouvriers, vous notez directement que dans les usines et dans les mines, les ouvriers travaillent dans des conditions difficiles et dangereuses. Alors on va aborder quelques-unes de ces conditions de travail. C'est d'abord des longues journées de travail, 12 heures voire plus. C'est un travail répétitif, nous l'avons vu l'autre jour avec la mise en place du travail à la chaîne
L'ouvrier de plus en plus n'est plus un ouvrier qualifié, avec un vrai savoir-faire, mais un ouvrier qui est censé répéter sans cesse toute la journée le même geste. C'est aussi le risque d'accident dans les usines avec les machines. On a bien souvent des ouvriers qui se coupent une main, qui se coupent un bras, donc des risques d'accident avec les machines, ou d'explosion dans les mines, avec le grisou, ce gaz qui est libéré lorsque vous récupérez parfois le charbon, ce qui provoque des explosions, des incendies. C'est également des salaires très faibles et l'absence de protection sociale, c'est-à-dire d'aide financière face au chômage, face à la maladie ou face à l'invalidité. L'ouvrier qui, par exemple, se blesse dans l'usine a perdu sa force de travail, c'est-à-dire ses bras, et donc ne peut plus travailler. Et contrairement à aujourd'hui, il n'y a pas de compensation financière face à ce manque à gagner. Le chômage, c'est un vrai problème également chez les ouvriers à l'époque. L'ouvrier est engagé lorsqu'il y a de l'activité. Dès lors que l'activité baisse, dès lors que par exemple l'entreprise connaît une crise, l'ouvrier peut être mis au chômage sans aucune indemnité, du jour au lendemain. Donc il n'y a absolument aucune protection sociale. Vous rajoutez enfin que les ouvriers et leurs familles ont aussi des conditions de vie difficiles, et c'est le cas notamment avec les logements insalubres dans lesquels vivent bien souvent les ouvriers. Alors justement, comparons les budgets. Ici, vous avez un budget d'une lingère donc, qui fait partie de cette classe populaire en 1858. Donc on va regarder surtout les dépenses à gauche. On remarque que ce qui est le premier poste de dépense pour cette lingère, c'est d'abord, avant tout, la nourriture, puis le logement, donc des besoins essentiels. Vous remarquez également que dans ce budget, vous n'avez pas du tout la présence de loisirs. Pour donner plus de sens à ces chiffres, vous avez ici la comparaison de deux budgets. À gauche, le budget d'une famille bourgeoise, à droite, le budget d'une famille d'ouvriers mineurs qui travaillent dans les mines de charbon. Vous voyez que déjà, le budget annuel en 1914 n'est pas du tout le même. 17 000 francs pour la famille bourgeoise, 2 500 francs pour la famille d'ouvriers mineurs. Le premier poste de dépense d'abord pour la famille d'ouvriers mineurs, c'est la nourriture, qui déjà représente 52% du budget, donc la moitié quasiment. L'habillement à 22%, le logement à 9,4%. Bref, vous avez ici essentiellement, uniquement même, des besoins essentiels. Maintenant, si on s'intéresse à la famille bourgeoise, le premier poste de dépense, c'est divers, donc c'est tout ce qui concerne le transport, la santé, les loisirs, l'éducation. Et si on regarde par exemple la nourriture qui représentait la moitié du budget chez l'ouvrier mineur, là on n'est plus qu'à 21%. Le logement, 13%. Donc on voit que les priorités en termes de budget ne sont pas les mêmes entre une famille d'ouvriers et une famille bourgeoise. Si vous souhaitez en savoir plus sur ces conditions de vie, ces conditions de travail des ouvriers, je vous invite à regarder quelques extraits du documentaire qui a été réalisé par Arte, qui s'appelle Le Temps des ouvriers, que je vous avais présenté dans le grand 1. Je vous mettrai les liens dans la description de la vidéo. Je vous invite là à regarder l'épisode 1, l'extrait entre 16 minutes 20 et 20 minutes 50, et l'épisode 3, l'extrait qui va de 7 minutes 20 à 8 minutes 20. Donc voilà les trois premières caractéristiques de ce monde ouvrier. Dernière caractéristique marquante à retenir également, vous le notez, dernier tiret, les ouvriers sont surveillés. Ils sont surveillés et ils doivent avoir avec eux un livret ouvrier qui se met en place sous Napoléon Ier. Ce livret ouvrier a comme objectif de surveiller leurs déplacements et leur emploi. Vous en avez ici une photo, donc à gauche vous voyez qu'il faut donner le nom, le prénom, l'adresse, la profession. Vous avez également un descriptif très précis physique en tout cas de l'ouvrier avec la taille, les cheveux, les sourcils, le front, les yeux, le nez, etc. etc. Alors ce livret ouvrier c'est quoi? C'est en fait un document officiel sur lequel figure l'identité, les dates d'entrée et de sortie dans chaque entreprise où chaque ouvrier a travaillé.
Seuls les ouvriers qui possèdent un livret ouvrier peuvent être embauchés. Et ils doivent absolument le présenter aux forces de l'ordre en cas de contrôle. Le livret ouvrier finira par disparaître en 1890. Et ce livret ouvrier, c'est véritablement une surveillance de chaque ouvrier. Et si jamais un ouvrier est surpris et contrôlé par les forces de l'ordre sans son livret, il peut être condamné à 1 à 3 mois de prison. Donc voilà, dans ce petit 1, nous avons vu la naissance de ce monde ouvrier, les points communs qu'il y a entre tous ces ouvriers qui travaillent dans le nord, dans l'est de la France, à Paris ou à Lyon. Maintenant, nous allons passer au petit 2, les relations entre les ouvriers et l'État. Vous notez directement que l'émergence du monde ouvrier constitue un double enjeu pour les différents régimes politiques. Parce que je vous rappelle que la période que l'on traite aujourd'hui aborde le Second Empire et la Troisième République. Ces deux enjeux, ce double enjeu, sont d'abord de lutter contre la misère ouvrière. Les deux régimes politiques vont essayer d'aboutir à cet objectif. Deuxième objectif qu'ont les deux régimes politiques, obtenir le soutien de ses électeurs de plus en plus nombreux. Il ne faut pas oublier que derrière des mesures politiques, il y a toujours l'enjeu électoral, c'est-à-dire le fait de rechercher le soutien, le vote d'électeurs pour de futures élections. Donc on voit déjà, rien que là, que dans tous les cas, les ouvriers sont importants pour chacun des régimes, et sont de plus en plus importants étant donné leur nombre. Vous notez ensuite que pourtant, chaque régime politique, que ce soit la Deuxième République, le Second Empire ou la Troisième République, chaque régime politique va avoir une relation ambivalente vis-à-vis des ouvriers qui sont toujours considérés comme un possible danger. Alors qu'est-ce que j'entends par ambivalente? Il s'agit en fait d'une relation ambiguë de deux attitudes différentes et opposées. C'est-à-dire que d'un côté, Seconde République, Second Empire ou Troisième République, ils vont avoir une relation, une attitude bienveillante vis-à-vis des ouvriers, avec des progrès sociaux, et en même temps, ils auront aussi par moments des attitudes très dures, très violentes vis-à-vis de ces mêmes ouvriers. Donc ce qu'il faut retenir là, c'est qu'il y a vraiment deux attitudes différentes à chaque fois, quel que soit le régime, vis-à-vis de ces ouvriers, et qu'ils sont toujours considérés comme des dangers. Pourquoi? Parce que l'ouvrier, traditionnellement, c'est une catégorie, une classe sociale qui est prompte, qui est rapide à se soulever, à mener une insurrection, à mener une révolution. On l'a vu avec les révolutions de 1830, 1848, puis avec la Commune de Paris en 1871. Alors commençons par le commencement, je vais remonter un peu plus loin que 1852 pour inclure la Seconde République. Vous notez qu'en 1848, les ouvriers ont l'espoir d'une république sociale, après les premières mesures prises par le gouvernement provisoire. Rappelez-vous, fin de la monarchie de Juillet, mise en place d'un gouvernement provisoire, et ce gouvernement provisoire adopte des mesures démocratiques mais aussi sociales. Nous l'avons vu dans une séquence précédente. Parmi ces mesures, vous pouvez noter entre parenthèses le droit au travail, c'est-à-dire le droit pour tous d'avoir un travail qui rémunère. C'est également la limitation des heures de travail, 10 heures à Paris, 11 heures en province, par jour. C'est aussi la création des ateliers nationaux pour les ouvriers au chômage. La France est en crise à ce moment-là, on a beaucoup d'ouvriers au chômage. Les ateliers nationaux financés par l'État doivent donner du travail, mais doivent donner aussi un salaire à tous ces ouvriers. Donc, la Seconde République commence avec cet espoir. Mais, désillusion en juin 1848, avec la fermeture de ces ateliers nationaux et la répression des manifestations ouvrières. Rappelez-vous, les ouvriers ont manifesté contre cette fermeture, et le général Cavaignac, à qui on a donné les pleins pouvoirs, a réprimé violemment ces manifestations. Après cela, les ouvriers vont garder un mauvais souvenir du régime républicain. Donc voilà la relation entre ouvriers et État sous la Seconde République. Passons à présent au Second Empire. Alors Napoléon III, c'est quelqu'un qui est partisan du progrès social,
et qui a pour objectif d'améliorer les conditions de vie des ouvriers, qui s'intéresse, qui se soucie véritablement des ouvriers. Et cet intérêt, ce souci, il ne date pas du moment où il est au pouvoir, il date déjà d'avant qu'il n'ait atteint le pouvoir, d'abord comme président, puis comme empereur, puisqu'en 1844, il écrira un livre sur l'extinction du paupérisme. Le paupérisme, c'est la grande pauvreté, où il dénonce l'exploitation des ouvriers par les patrons. Vous en avez ici un extrait que l'on va lire ensemble. Donc l'industrie, cette source de richesse, n'a aujourd'hui ni règle, ni organisation, ni but. Broyant également dans ses rouages les hommes comme la matière, elle dépeuple les campagnes, agglomère la population dans des espaces sans air, affaiblit l'esprit comme le corps, et jette ensuite sur le pavé, quand elle n'en sait plus que faire, les hommes qui ont sacrifié pour l'enrichir leur force, leur jeunesse, leur existence. Véritable Saturne du travail, l'industrie dévore ses enfants et ne vit que de leur mort. La classe ouvrière ne possède rien, il faut la rendre propriétaire. Vous voyez qu'on est en 1844, Louis-Napoléon Bonaparte ne sera élu président de la République qu'en 1848, puis deviendra empereur qu'en 1852, mais vous voyez bien que déjà là, il esquisse une sorte de programme social, une envie d'aider les ouvriers et de faire progresser leurs conditions de vie. Donc vous pouvez noter que partisan du progrès social, Napoléon III va mener quelques réformes sociales sous le Second Empire. Il encourage notamment le développement des mutuelles, c'est-à-dire le fait que les ouvriers donnent une partie de leur salaire pour que, dans un pot commun qui vient ensuite aider les ouvriers qui en auraient besoin. Il autorise également le droit de coalition, qui est le droit de réunion momentanée de personnes, le droit de se réunir à plusieurs. Alors justement, ce droit de coalition fait l'objet d'un point de passage et d'ouverture, et nous allons donc faire une analyse de documents à présent. Donc zoom sur le 25 mai 1864, le droit de grève répond à l'une des attentes du monde ouvrier. Pour cette étude de documents, vous avez 4 questions. Les documents sont essentiellement des documents complémentaires que vous retrouverez sur le polycopier que je joins au mail auquel je vous envoie. Vous retrouverez également le lien pour accéder au manuel numérique, si jamais vous n'avez pas le manuel papier, puisqu'il y a le document 5, page 121 à utiliser également. Alors les 4 questions sont les suivantes. Question 1, en quoi la loi du 25 mai 1864 est-elle une avancée sociale? Comparez la loi de 1791 et la loi de 1864. Question 2, d'après vous, en quoi le droit de coalition permet-il de faire grève? Question 3, pourquoi peut-on dire que cette loi tolère les coalitions mais ne fonde pas un droit? Autrement dit, en quoi cette loi tolère les réunions, les rassemblements, mais en même temps, on n'a pas un droit absolu de faire des coalitions, de se réunir. Et enfin, question 4, pourquoi la grève ne serait-elle plus nécessaire à terme, selon Émile Ollivier, que vous avez d'ailleurs en photo juste ici. Donc, comme pour les autres études de documents, je vous invite à mettre sur pause à présent, faire l'étude de documents sérieusement, puis revenir à la capsule vidéo pour voir la correction. Alors nous passons à la correction de cette étude de documents sur le droit de grève, avec d'abord la question 1, en quoi la loi du 25 mai 1864 est-elle une avancée sociale? Pour cela, vous deviez comparer deux lois, deux extraits de loi, d'abord la loi de 1791, donc sous la Révolution française, puis la loi de 1864, appelée la loi Ollivier. Alors elle porte ce nom de Ollivier parce qu'en fait, elle a été portée par le ministre dont vous aviez la photo il y a un instant, donc Émile Ollivier, qui est à l'origine un républicain, qui s'est rallié au Second Empire de Napoléon III. Vous avez dû noter que depuis 1791, les réunions d'individus, c'est-à-dire les coalitions, étaient interdites, dispersées et punies. Donc ça, c'est ce que vous apprenez, le premier extrait du document, l'extrait de la loi Le Chapelier, l'article 8 notamment, tout attroupement composé d'artisans, ouvriers, compagnons, journaliers ou excités par eux seront dissipés par les dépositaires de la force publique, c'est-à-dire les soldats, et punis selon
toute la rigueur des lois. Sous la Révolution, ce que l'on voulait éviter, c'était tout simplement des insurrections menées par les sans-culottes. Alors le changement en 1864, il apparaît dès le début, la loi Olivier abroge, c'est-à-dire qu'elle supprime les articles 2 et 8 de la loi Le Chapelier. Donc, ça veut dire que, dorénavant, les attroupements, les réunions d'artisans, ouvriers, compagnons, etc., sont bel et bien autorisés. Cependant, vous avez des limites qui sont ensuite mentionnées. Donc, vous pouvez noter en guise de correction que depuis 1791, les réunions d'individus, c'est-à-dire des coalitions, étaient interdites, dispersées et punies. Grâce à la loi Olivier du 25 mai 1864, les coalitions sont autorisées si elles ne viennent pas troubler l'ordre public. Donc, cette loi de 1864, c'est bien la fin du délit de coalition qui existait depuis la Révolution française. Nous passons à présent à la question numéro 2. D'après vous et le document complémentaire B, en quoi le droit de coalition permet-il de faire grève? Pour cela, vous aviez un document que voici, qui est justement un document écrit par Émile Ollivier, celui qui a défendu la loi, dans lequel il dit « La grève est sans doute un effet possible de la coalition, mais elle n'est pas la coalition. Se coaliser, c'est proprement au sens exact, s'entendre, se concerter, prendre une décision en commun sur les conditions de travail. La grève peut suivre ou ne pas suivre, elle est la sanction de la coalition, elle ne constitue pas la coalition elle-même. » Alors, dans cet extrait, dans ce document, vous ne pouviez pas trouver la réponse à votre question directement, il fallait réfléchir par vous-même. Cette loi de 1864, elle accorde le droit de coalition, le droit de se réunir, mais en aucun cas on ne parle de droit de grève. Cette loi ne donne pas directement le droit de grève, par contre, elle donne l'autorisation de se réunir, notamment pour les ouvriers, et donc, si les ouvriers peuvent se réunir, ils peuvent aussi, du même coup, organiser une grève, c'est-à-dire une cessation volontaire et collective, à plusieurs, du travail. Grosso modo, autrement dit, si les coalitions sont autorisées, rien n'empêche finalement les grèves. Si on a le droit de se réunir à plusieurs dans la rue, les grèves ne sont pas interdites. Donc vous pouvez noter, en guise de correction, que si les ouvriers peuvent se réunir et se rassembler pour discuter et prendre des décisions, ils peuvent aussi, ainsi plutôt, organiser une grève, c'est-à-dire une cessation volontaire et collective du travail. Donc cette loi de 1864, si elle ne donne pas directement le droit de grève, en tout cas, elle ouvre la voie vers le droit de grève. Question numéro 3. Pourquoi peut-on dire que cette loi tolère les coalitions, mais ne fonde pas un droit? Autrement dit, en quoi cette loi finalement accepte qu'il y ait des réunions, des regroupements, mais qu'il n'y a pas véritablement un droit absolu non plus de coalition. Vous avez dû remarquer dans le premier document, le document complémentaire A, qu'il y a quand même un certain nombre de limites, et les voici. Sera puni d'un emprisonnement de 6 jours à 3 ans et d'une amende de 16 francs à 3000 francs, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque, à l'aide de violence, voie de fait, manœuvre frauduleuse, aura amené ou maintenu, tenté d'amener ou de maintenir une cessation concertée de travail dans le but de forcer la hausse ou la baisse des salaires ou de porter atteinte au libre exercice de l'industrie ou du travail. Donc, vous le voyez bien là, cette loi, même si elle donne le droit de se réunir, fixe même un certain nombre de limites, surtout celle de ne pas provoquer de désordre dans l'ordre public finalement lors des réunions. Donc vous pouvez noter pour la question 3 que la loi de 1864 tolère les coalitions, mais ne fonde pas un droit, car elle est accompagnée de nombreuses limites. La loi condamne les grèves, même si on ne le dit pas directement, qui provoquent des désordres de travail et des désordres dans l'ordre public. Remarquez d'ailleurs que les limites du texte de loi sont quand même assez vagues. Elles sont vagues et elles laissent finalement une très grande liberté d'interprétation à ceux qui les mettent en œuvre. Une manifestation au fond, n'est-ce pas déjà un désordre?
Les patrons peuvent aussi prétexter que les grévistes empêchent leurs collègues qui souhaitent travailler de venir travailler et donc provoquent des désordres. Bref, on peut, vu le texte de loi, vu le côté très vague des limites, on peut très vite amener à faire intervenir les forces de l'ordre. Enfin, dernière question, question numéro 4. Pourquoi la grève ne serait-elle plus nécessaire à terme selon Émile Ollivier? Et pour cela, vous aviez le document 5, page 121, et surtout cet extrait-là. La grève aussi ne sera vaincue qu'à force de liberté et d'instruction. Avec le temps, la liberté des coalitions tuera la grève. Quand les ouvriers auront touché de leurs propres mains les limites infranchissables de la volonté humaine, quand, de leur côté, les patrons avertis des épreuves auxquelles ils sont exposés auront redoublé de bienveillance et de sagesse, les grèves deviendront plus rares et d'un antagonisme passager naîtra, sinon l'accord sans nuage, du moins l'habitude des discussions loyales et conciliantes. Alors qu'est-ce que veut dire Émile Ollivier, celui qui a porté la loi? En fait, ce qu'il dit, c'est que cette liberté de coalition, le but, c'est que les ouvriers puissent se réunir, discuter, et à terme, ce qu'ils voudraient, c'est que patrons et ouvriers soient capables de se mettre à une même table, de discuter, de négocier, de trouver des compromis. Il le dit à la fin, discussion loyale et conciliante. Et donc, à un moment, pour lui, en tout cas, il rêve qu'à un moment, il n'y aura plus besoin de grève et donc de violence pour aboutir à des progrès sociaux. Et c'est là tout l'objectif de la loi, d'améliorer le sort des ouvriers, non pas avec des grèves violentes, mais avec négociation, avec discussion entre les patrons et les ouvriers. Donc vous pouvez noter la trace écrite suivante. Olivier espère que la liberté de coalition permettra de pacifier les relations sociales entre patrons et ouvriers en privilégiant la négociation et la discussion. Donc cette loi de 1864 est vraiment fondamentale dans l'histoire sociale du XIXe siècle. Et il faut savoir qu'elle a eu des répercussions puisque dès les années qui ont suivi et les décennies, il y a eu une très très grande augmentation du nombre de grèves et la grève est devenue le mode d'expression des revendications sociales du monde ouvrier. Par contre, l'espoir d'Émile Ollivier de disparition des grèves, vous le constatez encore aujourd'hui, n'a pas porté ses fruits. Donc vous pouvez noter que dans les décennies suivantes, la grève devient le mode d'expression des revendications sociales du monde ouvrier. C'est le seul moyen pour les ouvriers d'exprimer leurs attentes. Toutefois, ces grèves aboutissent parfois à des combats violents avec l'armée. Et tout ça vient du fait notamment du côté flou de la loi de 1864 qui permet finalement de condamner des grévistes s'ils attentent à l'ordre public. Pour étudier un exemple imposé dans un point de passage et d'ouverture du programme, nous allons faire un zoom sur 1891, la fusillade de Fourmi du 1er mai. Alors vous notez en guise d'introduction à cette étude de document qu'à l'initiative des syndicats, d'abord aux États-Unis d'ailleurs, le 1er mai devient une journée de grève pour les travailleurs. Et cela va arriver ensuite en France. Une grève est organisée le 1er, alors il manque un mot, c'est le 1er mai 1891 à Fourmi, qui est une ville industrielle du nord de la France, comme vous le voyez ici sur la carte. Ce qu'il faut savoir, pour vous remettre dans le contexte de l'époque, c'est qu'à partir des années 1880, l'industrie textile commence à rencontrer des difficultés, ce qui implique une baisse des salaires, des licenciements, donc du chômage, alors même que les prix et les loyers augmentent. Et donc, tout ce contexte amène à ce qu'on va étudier à cette journée de grève de Fourmi du 1er mai 1891. Pour travailler sur ce cas, vous allez avoir 3 questions auxquelles il va falloir répondre à partir d'un même document, qui est le document 1, page 194 du manuel. De nouveau, vous aurez ces questions sur le polycopier, ainsi que le lien vers le manuel numérique. Question 1, quelles sont les revendications des ouvriers? Question 2, quelle est la réaction du patronat face à la grève? Et question 3, en quoi l'attitude de la Troisième République est-elle ambivalente, c'est-à-dire ambiguë, vis-à-vis des ouvriers de Fourmi? Donc là, comme tout à l'heure, vous mettez sur pause pour faire l'analyse de document
sérieusement, puis vous revenez à la capsule vidéo une fois qu'elle est faite pour avoir la correction. Alors nous passons à la correction de cette étude de cas sur la grève de fourmis et sur la fusillade du 1er mai 1891. Première question, quelles sont les revendications des ouvriers? Vous avez dû noter que les ouvriers de Fourmies revendiquent, réclament des journées de travail de 8 heures et la création d'une caisse de retraite pour les ouvriers, c'est-à-dire l'opportunité pour les ouvriers d'avoir de l'argent, une petite somme d'argent au moment du départ à la retraite. Question 2, quelle est la réaction du patronat, c'est-à-dire des patrons? Les patrons, vous avez dû le noter dans le document, demandent l'envoi de soldats au sous-préfet, donc aux représentants de l'État, aux représentants de la République, donc demandent l'envoi de soldats pour maintenir l'ordre. Et qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez dû repérer dans le document qu'alors que les ouvriers manifestent avec leurs familles, donc avec des femmes et des enfants, les soldats tirent sur la foule et reçoivent l'ordre de tirer sur la foule. Bilan, 10 morts, dont un enfant et une cinquantaine de blessés. Donc ça a été un véritable choc qui a marqué l'opinion publique de l'époque, et on en a des traces dans les journaux, avec notamment cette couverture du Petit Parisien du 17 mai, où on voit les soldats à droite qui tirent, et la foule des morts par terre. Vous avez également cette illustration sortie du magazine L'Illustration du 9 mai, où on voit le curé Margerin, donc que vous avez ici devant l'église, qui s'interpose pour faire cesser la fusillade. Ensuite, question 3, en quoi l'attitude de la Troisième République est-elle ambivalente vis-à-vis des ouvriers de Fourmies? Alors elle est ambivalente, avant de passer à la trace écrite, elle est ambivalente déjà pour une bonne raison, c'est que l'armée des soldats présents, donc qui sont les soldats de la République, l'armée de la République, tire sur la foule de manifestants et tue. Et quelques jours après, la République, les républicains, les députés vont voter une indemnisation, c'est-à-dire une somme financière pour indemniser les familles des victimes. Donc on a là deux attitudes quelque peu ambiguës. Vous pouvez noter qu'à travers la fusillade de Fourmies, on observe que la Troisième République a une attitude ambiguë ou ambivalente par rapport aux ouvriers, car l'armée tire sur les manifestants, faisant des morts, mais les députés décident ensuite d'apaiser les tensions en accordant une indemnité aux familles des victimes. Alors il y a cette indemnité, il y a également l'édification d'un monument en mémoire des victimes de la fusillade, et c'est le monument que vous voyez ici, là c'est une carte postale justement, qui est une photographie de ce même monument. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'à l'arrière-plan, on voit une cheminée d'une des usines de Fourmies. Donc il y a à la fois, dans cette Troisième République, la volonté d'assurer l'ordre, quitte à ce que ça fasse des victimes, et en même temps, on essaye d'apaiser, mais d'apaiser après coup. Alors cet événement, il va donner lieu à un discours de Georges Clemenceau, qui est un député radical que l'on a croisé auparavant. Ce discours, on va le lire ensemble. Sommes-nous bien sûrs, et je suis le premier à mettre en cause, sommes-nous bien sûrs d'avoir fait tout ce qu'il fallait pour éviter les conflits, de nous être préoccupés, comme nous l'aurions dû, des questions si graves et si aiguës que soulève l'état social actuel? Assurément non. Qu'est-ce que dénonce la Clemenceau? Il veut dire que la Troisième République, les Républicains, et ils ne s'excluent pas du groupe d'ailleurs, n'ont peut-être pas fait d'avancées sociales suffisantes vis-à-vis de la pauvreté, de l'extrême pauvreté des ouvriers. Je continue. Cela nous porte à l'indulgence. Nous devons nous regarder nous-mêmes un fort long temps avant de juger les autres. Eh bien, quand vous regardez ce qui s'est passé à Fourmies, qui pourrait soutenir, ici ou devant l'Europe, le monde civilisé, que les faits qui se sont passés à Fourmies avant la fusillade justifient la mort de ces femmes, de ces enfants, dont le sang a, pour si longtemps, rougi le pavé? Non, assurément. Il y a disproportion monstrueuse entre l'attaque et la répression.
il y a quelque part sur le pavé de fourmis une tache de sang innocent qu'il faut laver à tout prix. Là, ce passage, il est très intéressant parce que ce que dit Clémenceau, il dénonce en fait là une violence disproportionnée de la part de l'armée. À l'époque, la Troisième République n'a pas de force de maintien de l'ordre, comme on en a aujourd'hui, donc les soldats sont chargés de ce maintien de l'ordre, et cela se finit souvent dans la violence, dans le sang. Et ça, ce passage, j'espère qu'il fait écho pour vous avec l'actualité récente autour des débordements de la part des forces de l'ordre. L'enjeu finalement est le même, hier comme aujourd'hui, c'est de se poser la question, est-ce que la réaction des forces de l'ordre est-elle toujours proportionnelle? Est-ce qu'elle est toujours ajustée face aux manifestants, face aux personnes qu'il faut arrêter, face aux forces de l'ordre? Je continue la lecture de ce discours. Oh, je ne viens pas apporter ici des paroles de haine. Je dis que le fait capital de la politique actuelle, c'est l'inévitable révolution qui se prépare. C'est l'organisation de ce quatrième État dont je parlais tout à l'heure. Alors pour lui, ce quatrième État, c'est le monde ouvrier. Il faut en prendre votre parti. Ce quatrième État, vous devez ou bien le recevoir par la violence, ou bien l'accueillir à bras ouverts. Et là, la gauche de l'hémicycle, donc les socialistes, les radicaux, s'exclament très bien, très bien. Je laisse le dernier paragraphe, mais ce que veut dire la Clémenceau, c'est qu'il est urgent pour la France d'adopter des mesures sociales majeures pour calmer, apaiser les ouvriers, sinon, ce qui attend la France, c'est une révolution. Nous passons au petit 3, nouvelles idéologies et organisation du mouvement ouvrier. Vous notez directement que les inégalités liées à l'industrialisation, et ça, j'espère que vous l'avez bien compris, cette industrialisation, c'est la prospérité, mais c'est aussi la création d'inégalités. Ces inégalités liées à l'industrialisation donnent naissance à de nouvelles idéologies politiques. Alors, idéologie, c'est quoi? Ce sont des idées, des pensées politiques. Par exemple, vous notez l'exemple du socialisme, qui apparaît au XIXe siècle, qui propose une organisation économique et sociale basée sur l'égalité, et qui passerait, mettez entre guillemets, par la mise en commun des moyens de production, la fin de la propriété privée, c'est-à-dire que l'usine n'appartiendrait plus à un patron, mais appartiendrait à tous ses ouvriers. Une des déclinaisons de cette pensée socialiste est incarnée par le personnage que vous avez ici, qui est très important à connaître pour comprendre ensuite le XXe siècle, c'est Karl Marx, qui va donner naissance à une idéologie que l'on appelle le marxisme, et que l'on englobe plus généralement dans le communisme. Vous notez que dès 1848, un philosophe allemand, Karl Marx, définit une nouvelle idéologie, le marxisme. Selon lui, la société est divisée en classes. On a la classe ouvrière, qu'il appelle lui les prolétaires, qui est exploitée par la classe bourgeoise, c'est-à-dire les patrons. Les ouvriers doivent mener une révolution pour renverser le modèle capitaliste. C'est ça la pensée marxiste. Et ça donnera lieu ensuite au communisme, à l'URSS, etc. En 1864, vous notez qu'on a la fondation de l'Association internationale des travailleurs, que l'on appelle généralement l'Internationale, à l'initiative de Marx, qui réunit des ouvriers de différents pays. Donc on a des ouvriers français, anglais, allemands, italiens, etc. Et là, en fait, ce que veut Marx et ceux qui ont fondé l'Internationale, c'est unifier le mouvement ouvrier dans le monde entier, car les revendications, finalement, sont les mêmes, que le soit ouvrier français, anglais, allemand, italien, etc. Cette internationale, elle va adopter un hymne, qui est l'international, qui est reprise encore aujourd'hui d'ailleurs lors des manifestations d'extrême gauche, je pense notamment au meeting de Jean-Luc Mélenchon. Je vous mettrai d'ailleurs le lien dans la description de la vidéo si vous voulez écouter cet hymne, qui est très connu. C'est un poème à l'origine en fait écrit pendant la répression de la Commune par Eugène Pottier et qui deviendra au XXe siècle l'hymne national de l'URSS. Donc voilà, on a d'abord de nouvelles idées nées de ces inégalités. Ces nouvelles inégalités font réfléchir les savants de l'époque et ça donne lieu à la création du socialisme et du marxisme. Ensuite, deuxième point,
Vous notez que le développement de complexes industriels, et on avait vu le Creusot, complexe industriel, c'est-à-dire un site où il y a une forte concentration d'ouvriers, le développement de complexes industriels facilite l'organisation des premiers mouvements ouvriers d'ampleur, c'est-à-dire importants, qui s'inspirent de ces idéologies. Avoir des idées, c'est bien, encore faut-il qu'il y ait des mouvements, des organisations qui portent ces idées. Si je vous dis, je souligne l'importance des complexes industriels, c'est tout simplement parce que lorsque vous êtes dans un atelier avec que quelques ouvriers, forcément, il y a moins d'importance, les idées ont moins d'importance, elles se diffusent moins et ça a moins d'impact. Alors, il y a ces premiers mouvements ouvriers se décomposent en deux parties. C'est les deux flèches que vous avez là. Vous avez d'abord les syndicats, qui apparaissent dès 1884, dès lors qu'ils deviennent autorisés. Syndicats qui sont, vous notez, des associations qui défendent les intérêts professionnels et les droits des travailleurs, encore aujourd'hui. Un exemple de syndicat, qui est un syndicat très important à l'époque et qui reste encore important aujourd'hui, c'est la CGT, qui est la Confédération Générale du Travail, qui prône comme moyen d'action la grève générale, c'est-à-dire que tous les travailleurs, ouvriers mais autres également, arrêtent de travailler ensemble pour se faire entendre. La CGT, par exemple, revendique la journée de 8 heures, ce qui donne lieu à des campagnes de pub, d'affiches, telles que celle-ci. Ici, vous avez la comparaison d'un ouvrier qui fait des longues journées, qui amène les bas salaires, provoque le chômage, engendre la tuberculose, réduisent à la misère, poussent à l'alcoolisme. Vous avez ici une famille malheureuse, vous voyez bien l'ouvrier ici qui n'a pas une tête très chaleureuse, et à droite, au contraire, les courtes journées qui amènent les hauts salaires, diminuent le chômage, sauvegardent la santé, assurent le bien-être, permettent de se constituer un foyer, et là au contraire, on a une famille assez heureuse et chaleureuse. Deuxième organisation liée à ces mouvements ouvriers, ce sont les partis politiques. Partis politiques comme les partis socialistes. Vous notez que les socialistes français sont divisés, fortement divisés même, entre ceux qui veulent une révolution, les révolutionnaires, et ceux qui, au contraire, privilégient plutôt l'action parlementaire, c'est-à-dire se faire élire, aller à l'Assemblée, défendre leurs idées et faire voter des lois, et donc mener des réformes. Et c'est le cas notamment d'un de ces socialistes, Jean Jaurès. Alors, tous ces petits partis socialistes, indépendants, vont fusionner en 1905 dans un seul parti que l'on appelle la SFIO, qui est en fait la section française de l'Internationale ouvrière, qui se bat pour avoir une république sociale plus juste et plus égalitaire, la SFIO qui donnera ensuite naissance au Parti socialiste, que l'on connaît encore aujourd'hui. Pour la SFIO, donc vous avez ici une photo de Jean Jaurès, qui est un des leaders de la SFIO, que l'on recroisera un peu plus loin, et à droite, le logo du parti. Alors, quelle différence entre syndicats et partis? Les partis politiques, eux, participent aux élections, veulent conquérir le pouvoir, alors que les syndicats utilisent d'autres modes d'action, comme les grèves, comme les manifestations. Nous passons au dernier point, qui sera très court, les avancées sociales sous la Troisième République. Nous avons parlé de lutte, nous avons parlé de grève, nous avons parlé de violence, maintenant parlons de ce qui progresse. Vous notez directement qu'au début de la Troisième République, les ouvriers sont oubliés. Rappelez-vous la Commune de Paris qui portait des idées sociales, Louise Michel notamment, qui a été réprimée dans le sang. Bref, les ouvriers n'ont pas été pris en compte au début. La classe ouvrière est à l'époque considérée comme dangereuse, instable, prompte à la révolution. Mais vous notez qu'ils obtiennent quelques avancées sociales à la fin du XIXe siècle et au début du XXe. Quelques dates à retenir, vous n'en notez que quelques-unes. 1884, c'est la loi Waldeck-Rousseau qui autorise la liberté syndicale, sauf pour les fonctionnaires. 1900, la journée de travail de 10 heures pour tous. 1906, la journée de repos hebdomadaire, c'est-à-dire toutes les semaines, obligatoire pour toutes les professions, ce qui n'était pas encore obligatoire à ce moment-là. 1910, des retraites, les premières retraites ouvrières financées par les patrons, l'État et les ouvriers. Donc là, on a quand même quelques avancées sociales majeures.
Vous finissez en notant que ces lois sociales ont pour objectif d'améliorer le sort des ouvriers, mais aussi d'avoir le soutien de ses électeurs, de plus en plus nombreux. Il ne faut pas oublier, c'est ce que je vous disais précédemment, que ces avancées sociales ont toujours deux objectifs. Pour finir, un conseil lecture et un conseil cinéma. Je vous conseille de lire ou de voir Germinal, qui est à l'origine un roman d'Émile Zola, paru en 1885 et qui a donné lieu à un très beau film sorti en 1993 avec Renaud et Gérard Depardieu. Si vous avez le temps ou l'occasion de lire ou de voir cette œuvre, n'hésitez pas. C'est le récit d'une famille justement de mineurs dans le nord de la France. Nous avons donc terminé ce grand A sur la question ouvrière, sur le monde ouvrier. Je vous envoie dans la suite le cours cette fois-ci sur les étrangers, la place des étrangers et l'immigration, mais également sur la place des femmes à cette époque-là. Bon courage à vous et bonne journée.